Très heureux de vous retrouver sur cette info pour ce nouveau numéro de 7 Hebdo. Aujourd'hui, deux actualités majeures retiennent notre attention. D'abord, un événement historique pour la Côte d'Ivoire. Il s'agit donc du retour du Djidji Ayokwe. Le tambour sacré du peuple ébrié, depuis 110 ans en France. Arrivé ce vendredi à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, ce symbole culturel et spirituel marque la restitution d'un patrimoine historique et la réparation des spoliations coloniales. Pour en parler donc sur ce plateau, nous sommes en compagnie de l'honorable Guy Diagoua, chef du village de Bidjanté, invité de marque, qui nous accompagnera justement sur ce premier sujet. Bonsoir, chef. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mesdames et messieurs, nous ferons également juste après un cap sur la vie politique nationale. En effet, le mercredi 11 mars 2026, 4 députés du PDCI-RDA ont annoncé la suspension de leur participation aux activités du groupe parlementaire, dénonçant ainsi une gestion solitaire et opaque de leur président, Maître Blessi Chrysostome. Pour analyser donc cette actualité politique, nous recevons également Gaël Aouman-Lakba, analyste sociopolitique. Merci Gaël d'être sur ce plateau. Merci à vous. Et juste en face de vous deux, il y a deux autres journalistes. Je tiens à saluer Serge Kofi et Jérôme Ndri. Merci à tous les deux d'être également sur le plateau. Merci. Alors, nous allons commencer par le premier sujet qui nous réunit. Il s'agit donc du retour du Djidji Ayokwe en terre ivoirienne. Chef, est-ce que vous pouvez nous rappeler l'importance de ce tambour parleur pour le peuple hatchan? Alors, ce tambour, Djidji Ayokwe, c'est le nom sous lequel on le connaît, mais dans notre langue, on le prononce Djidji Ayokwe. D'accord. Oui, voilà. Et donc, il avait une importance, on va dire, assez particulière pour notre fratrie Bigan et par ricochet pour tous les Kamans. Premièrement, on peut dire que c'était un outil de communication. Il servait à transmettre des messages à toutes les tribus, à tous les villages plutôt, pour les événements heureux et malheureux, lors des grandes cérémonies. Mais aussi, c'était un instrument de guerre, de stratégie militaire, pour les Bigans et pour tous les Kamans. Voilà. Et en définitive, on va dire qu'il était au cœur de la religion traditionnelle des Kamans. On va dire que c'était la divinité principale des Bigans. Parce qu'à l'époque, ils n'étaient pas chrétiens. Et donc, le tambour Djidji Ayokwe est en fait un esprit, une divinité. Alors, il revient aujourd'hui en terre ivoirienne. Il foule le sol de la Côte d'Ivoire. Gaël Lakba, comment est-ce que vous interprétez ce retour-là? On parle donc de cette restitution des biens culturels africains. Alors, je dirais déjà c'est une bonne chose, une bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire. Il faut rappeler que ce vestige, comme j'aime souvent le dire, je parle en termes de vestige parce que c'est un élément de la culture ivoirienne, donc Hatchan précisément, qui s'est retrouvé plus de 100 ans en terre étrangère. Alors, quand ce vestige-là revient comme ça en Côte d'Ivoire, c'est une bonne nouvelle, d'autant plus que moi, je veux le dire sur un plan historique. Vous savez, quand les colons sont arrivés à un certain moment, l'histoire même des peuples qui sont venus trouver, ils nous ont traités de peuples indigènes qui étaient sans civilisation. Et quand vous voyez qu'aujourd'hui, on peut aller récupérer de tels objets pour revenir, cela montre que dans le temps, il y avait une civilisation, il y avait une organisation sociétale, il y avait une vie avant que ces impérialistes-là viennent vraiment violer la quiétude et l'organisation même de la société qui était là en ce temps. Donc c'est un élément de mémoire dans le temps, et puis cela révèle aussi notre histoire, ça appartient à notre histoire. Et c'est très important, très intéressant pour les jeunes générations aussi, qui pourront, à travers ces vestiges-là, ces instruments-là, savoir qu'ils ont une histoire, ils ont eu des ancêtres. Et vous voyez, quand le chef parle, il y a beaucoup de symboles, beaucoup d'éléments qui montrent qu'il y a eu une vie avant la période coloniale. Et il faut qu'on s'intéresse à cette vie-là. Comment nos sociétés étaient organisées.
Comment ça se passait? Parce que c'est ça qui fait de nous des Ivoiriens, des Atchans, des Akans, des Africains. Et il ne faut pas qu'on se réunisse parce que justement, on a tous les problèmes parce qu'aujourd'hui, on peut dire d'un point de vue civilisationnel, on a reçu un choc. Donc aujourd'hui, on se retrouve entre deux civilisations, ce qui fait que l'homme noir même en réalité a du mal à se retrouver, mais il faut revenir vraiment aux sources. Donc c'est une bonne chose. Il faut revenir aux sources. Gaël estime qu'il faut mettre à la lumière l'histoire de l'Africain, l'histoire du peuple ivoirien. Jérôme, est-ce qu'avec vous, on peut retracer le parcours du Djidja Yokweh depuis son départ de la Côte d'Ivoire jusqu'à aujourd'hui, sa restitution? Il faut noter que c'est le fruit quand même d'un dialogue qui a commencé en 2017, ce qu'on a appelé la déclaration de Ouagadougou avec le président Emmanuel Macron, qui avait souhaité que tout ce qui était des vestiges africains reviennent maintenant en Afrique. À la suite de cela, en 2019, la Côte d'Ivoire a entamé le processus de retour de Djidja Yokweh avec le président Alassane Ouattara, et qui a rassuré même la communauté Atchan dans son discours du 6 août 2025, de ce retour de ce symbole-là. Donc c'est vraiment un grand processus qui a commencé depuis 2017 aujourd'hui, qui a abouti à ce retour au-delà même d'un objet. C'est un grand symbole qui retourne en Côte d'Ivoire. Parce qu'il faut noter que ce retour-là marque d'abord la réparation d'une mémoire blessée et la réaffirmation d'une dignité collective au niveau de cette communauté. Alors ça veut dire qu'au-delà de sa valeur culturelle, Serge, est-ce qu'on peut voir le retour du Djidja Yokweh comme étant, comment dire ça, un événement à portée politique? Oui, je crois qu'il y a forcément un aspect, un pan politique dans cette restitution de ce tambour mythique-là. Parce que, bon, pour revenir un peu sur ce que Jérôme vient de dire, la restitution de ce tambour s'inscrit dans ce que moi j'appelle une coopération patrimoniale qui existe entre la France et l'Afrique. Jérôme l'a dit tout à l'heure depuis le discours de Ouagadougou. Parce que bien avant même la Côte d'Ivoire, il y a eu une restitution, il y a eu aussi des pays qui ont été concernés par cette politique de restitution. Il y a eu le Sénégal où un sabre mythique du combattant El Hadji Oumar Tall avait été restitué. Au Bénin aussi, quelques objets d'art des rois d'Abomey avaient été aussi restitués. Donc la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, s'inscrit un peu dans le sillage de ces pays africains qui doivent bénéficier déjà de cette politique. Donc de ce point de vue-là, on peut dire qu'il y a un aspect politique, même si de prime abord, on se dit que c'est un élément important d'un patrimoine culturel, donc c'est exclusivement culturel, mais je vais dire de façon sous-jacente, il y a quand même un aspect un peu politique. Alors, un petit retour, oui, vas-y. Il faut rappeler que c'est depuis 1916 quand même que ça fait près de 110 ans. Effectivement. Que le Djidja Yokweh a été transporté en France, donc 110 ans. Ce peuple a attendu pendant 110 ans, c'est quand même, l'attente a été longue. Et c'est justement de cette attente-là que je veux parler justement avec le chef qui est sur ce plateau, l'impact de cette disparition du Djidja Yokweh en 1916 sur votre village et le peuple ivoirien dans sa globalité. Alors, 1916 a été le départ d'un ensemble de difficultés. Pour les Bigyans en particulier, et pour les Kamans au sens large. Les Bigyans vivent en communauté. Ils font tout de manière communautaire, ils partagent tout. Nous avions une société pratiquement égalitaire, où personne n'était au-dessus de son ami, et tout se déroulait autour du tambour. Vous voyez. Qu'est-ce que ça veut dire ça, tout se déroulait autour du tambour? Il y avait tout un culte autour du tambour. Il y a un aspect métaphysique derrière? Oui, un aspect métaphysique, une religion traditionnelle. Le tambour était dans un temple et il y avait des rites qui étaient pratiqués autour du tambour. On va dire pratiquement que le tambour était adoré. D'accord. Voilà. Et donc, quand le tambour a été pris dans le fracas des armes en 1916, d'abord il y a eu une grande perte d'hommes. Il y a des villages qui ont été pratiquement presque décimés. Vous avez le village de Bigan Santé, qui est de l'autre côté de la lagune, en face du plateau.
mon village Biganté qui a perdu plus de la moitié de ses guerriers combattants, plus de la moitié. Et les Bigans en général ont perdu beaucoup d'hommes dans ce combat contre l'armée française. Et donc il y a eu d'abord un impact démographique. D'accord. Et puis après, il y a eu un désordre autour de l'organisation de notre société. Vous savez, les villages ne se retrouvaient plus, chacun est resté à la périphérie et il y a eu un grand désordre. Voilà. Au point que vous avez dû le constater, alors que nous sommes au cœur de la capitale, les Bigans, on va dire depuis 30 ans, étaient pratiquement absents de toutes les activités du pays. On voyait quelques visages par-ci, par-là, mais en général, les gens jetaient un peu un regard curieux sur les Bigans, les Camans en particulier. Voilà. Alors, vous voulez ajouter quelque chose, Serge? Si tu permets d'aller, je veux poser une petite question à l'honorable. Honorable, après, on va dire 110 ans d'exil du Djidji au musée du Cré Branly en France, est-ce que vous avez évoqué tout à l'heure un aspect métaphysique? Est-ce que après tout ce long séjour-là en France, est-ce que cet aspect métaphysique-là, on va dire, il est encore présent? Bon, je vais répondre par l'affirmative. Je peux dire qu'il est présent. Ah bon? Oui. Malgré le temps passé. Malgré le temps passé, à notre grande surprise, la divinité, l'aspect métaphysique est présent. Les esprits ne meurent pas. Mais moi, je suis curieux de savoir. On a eu le temps de le constater. Ah bon? Ça a été testé. Oui. L'aspect métaphysique. C'est possible de savoir comment sur ce plateau? Non, mais c'est les secrets. Mais l'aspect métaphysique est présent. Nous voyons ce retour comme la renaissance de notre communauté. D'accord. Oui, parce qu'il y a eu une destruction. N'oubliez pas que pendant 300 ans, depuis la première moitié du XVIIIe siècle, aucune tribu, aucune armée étrangère n'a pénétré le district d'Abidjan grâce au tambour jusqu'en 1916. Donc ça a été 300 ans de calme, d'indépendance pour notre communauté où on fonctionnait un peu en autarcie. Donc le tambour qui revient est d'abord comme une réparation et les membres de la communauté voient cela comme une renaissance. Je voudrais insister là-dessus. Comme une renaissance. Gaël, écoute ça avec beaucoup de joie. Oui. Alors pour vous, que révèle cette restitution justement sur les relations culturelles entre la Côte d'Ivoire et la France? Non, on va dire que les relations sont au beau fixe. Les relations sont au beau fixe. Moi, je fais partie de ceux-là, d'un peu sceptiques. On avait fait un plateau ici, on se souviendra pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre, que j'avais dit que si le colon nous rend aujourd'hui l'ex-colon, on dira que je suis un peu trop radical, mais bon, il faut que les mots soient dans leur sens. Ce sont des colons, ils ont été colons. Donc, s'ils aujourd'hui restituent ce puissant instrument de communication et aussi spirituel, le chef l'a confirmé ici, cet instrument-là les empêchait d'atteindre l'objectif. Et eux aussi, vous avez entendu l'aspect métaphysique, l'aspect spirituel, mais ils sont spirituels aussi. Certainement qu'ils savaient que pour les avoir, il fallait les déposséder de cette âme. Ils l'ont fait. Et le chef a dit, ça les a désorganisés. Depuis cet instant, ils ne se sont plus, je le dis entre guillemets, retrouvés. Aujourd'hui, ça revient. Et moi, je me posais la question de savoir, mais si maintenant ils décident de ramener l'instrument en question, c'est que certainement, peut-être l'esprit qui était dedans n'est plus. Ou bien c'est que peut-être c'est comme une orange, excusez-moi du terme, c'est comme une orange qu'ils ont pris, ils ont pressé. Et aujourd'hui, ils nous donnent de jus. La peau, il n'y a plus de jus, ils nous donnent. Bon, si le chef lui-même il confirme que après cela, c'est revenu, ce sont les initiés, et que le DJ Ayokwe garde toujours de sa force, de sa puissance,
on peut déjà s'en féliciter. Et puis on espère que ça va vraiment apporter des fruits positifs au peuple hachant qui se retrouve aussi. Dites-nous, enfin, tout là, il y a la mémoire qui a été la mémoire d'une communauté, d'un peuple qui est retrouvée, il y a la dignité qui est désormais réaffirmée, et puis il y a la voix qui est rendue à un peuple. Parce que comme le chef, on le disait tout à l'heure en off, le chef disait que le Guy passait des messages aux 7 villages qui étaient à Abidjan. Vous savez ce qu'on va faire? On va redonner la parole au chef et il va expliquer justement cela. Parce que dans les choses ancestrales, on nous fait comprendre que lorsqu'on tapait le tambour, enfin ça émet des sonorités. Est-ce qu'il faut être initié pour comprendre les sons de ce tambour-là? Oui, certainement. Il faut retourner peut-être en arrière, au début de l'histoire du tambour. En fait, ce tambour est le second. Le premier avait été pris aux Pygmées. C'est une civilisation qui appartenait aux Pygmées. Et donc, il y a eu une rencontre, on va dire tumultueuse, entre les Bigans et les Pygmées lors d'affrontements. Et c'est comme ça que les Bigans ont pris ce tambour qui était dans une cité de Pygmées. Mais cette cité était invisible, pratiquement métaphysique. Et donc, ce tambour avait été arraché aux Pygmées. Et plus tard, les Bigans ayant vaincu les Pygmées se sont fondus aux Pygmées par mariage. Vous voyez un peu? Donc, il y a eu un mélange de culture entre les Bigans et les Pygmées. Et quand ce tambour est arrivé, par l'usure du temps, le premier s'est détérioré. Et celui-là est le second qui a été sculpté par un homme du village d'Anoumambo. Vous voyez? Et donc, on va dire qu'il y avait tout un ensemble de rituels qui garantissaient la victoire dans les combats. Et justement, dans les événements de 1916, pendant la période des travaux forcés, l'administration coloniale ne savait pas qu'un tambour existait. C'est à l'occasion d'une bagarre que le commandant a entendu parler du tambour. C'est comme ça que l'armée coloniale française s'est tournée vers Agamé, où le tambour était. Donc ils ne connaissaient pas l'existence du tambour. Donc le tambour garantissait, on va dire, l'autonomie des Bigans. Donc ça a été un instrument d'abord métaphysique. Bon, c'est difficile à croire aujourd'hui, mais à l'époque, pour ce qu'on nous a raconté, parce qu'il sort lui-même d'une civilisation de Pygmées. Voilà. Et tel que le tambour a été pris, il était caché dans une cité invisible. Jusqu'à ce que nos ancêtres découvrent les Pygmées, la porte d'entrée de leur cité qui était invisible. C'est comme ça qu'ils se sont engouffrés dans leur cité. Ils ont combattu les Pygmées, ils ont pris le tambour. Et ils se sont appropriés leur civilisation par mariage, par mélange. Voilà. Vous allez trouver toujours dans les villages camans des gens de petite taille. Donc il y a eu une fusion entre les Bigans, les Camans et les Pygmées. Donc c'est le résultat, on va dire, d'une civilisation nouvelle qui s'est créée ici, sur le territoire du district d'Abidjan. Alors, honorable, vous l'avez dit dans vos propos liminaires, c'est un tambour qui permettait de combattre l'adversaire. C'est un tambour guerrier. Il faut le taper. Comment est-ce que les populations, comment est-ce que les habitants perçoivent le message? Le message n'était pas perçu par tout le monde. Pour ce qu'on nous a expliqué, le tambour rugissait. On ne sait pas par quel moyen. Et ceux qui entendaient le son savaient tout de suite qu'il y avait une menace. Alors celui qui jouait du tambour envoyait les côtes à tous les villages pour qu'ils prennent leurs dispositions. On va dire sur le plan militaire. Et donc le tambour donnait le positionnement de l'ennemi, de l'armée de l'ennemi, du type d'armement, du nombre de combattants et de l'emplacement exact de l'ennemi.
et au point que les Biguins avaient le temps de contourner toujours l'ennemi et de l'encercler. En fait, il fonctionnait un peu comme un satellite. Alors, quand on vous écoute, vous êtes en train de dire, selon ce qu'on nous a raconté, ça me permet de poser la question suivante. Comment est-ce que la mémoire du Didi Ayokwe a été finalement transmise de génération en génération? Alors, je vous explique. Il n'y a pas que les Biguins qui sont propriétaires du tambour. Il y a aussi une autre fratrie qu'on appelle les Djepo. En français, Adiopo. D'accord. Adiopo Doumé, Adiopoté, voilà. D'accord. C'est une fratrie. Nous, dans la langue Kaman, on les appelle les Djepo. Alors, j'explique. Il y avait des massacres. Il y a des gens qui massacraient les paysans, les femmes, au tout début du XVIIIe siècle. Et qui tuaient les Djepo, tous ceux qui allaient au champ. Et c'est ainsi que les Djepo sont venus voir les Biguins pour qu'ils les aident à trouver les responsables de ces tueries. Et c'est ainsi que nos ancêtres de notre village Biganté ont été mandatés par toute la fratrie Biguin pour aller en guerre contre ces personnes qui massacraient les gens de la fratrie Djepo. Et après plusieurs recherches dans la forêt, ils sont tombés sur des bruits. Et c'est comme ça qu'ils ont su qu'il y avait une activité. Et tout d'un coup, il y a un arbre qui s'est ouvert. Et le chef de guerre des Pygmées est sorti d'un arbre. Il a poussé un cri. Et c'est comme ça que tous les combattants Pygmées sont sortis. Et nos ancêtres se sont rendus compte que c'était une ville qui se cachait, on va dire, dans le monde métaphysique. Donc ils ont observé les Pygmées. Les Pygmées ont célébré leur fête des générations. La fête des générations vient des Pygmées. C'est eux qui dansaient ces danses-là. Donc quand ils ont fini leur fête des générations, ils étaient ivres. Et ils se sont endormis. C'est comme ça que nos ancêtres se sont engouffrés dans la porte d'un gros arbre. Et ils sont tombés sur une cité. La cité des Pygmées. D'accord. C'est comme ça qu'ils les ont combattus et qu'ils ont pris le tambour. Et donc, le récit nous vient directement de nos ancêtres de Biganté qui ont pris part à ce combat, mandatés par l'ensemble de la fratrie Bigan. C'est pour ça qu'on a gardé la mémoire de génération en génération. Merci beaucoup, chef honorable. Très rapidement, je reviens à toi. Bon, allez-y. Oui, je veux poser par exemple une question à l'honorable. Vous avez sans doute été témoin de cette petite polémique qui a entouré, l'accord qui avait été conclu entre le gouvernement français et ivoirien en prélude à l'arrivée effective du tambour. Est-ce que vous pensez que ce tambour-là, c'est la version originale ou bien c'est une réplique de cette version originale? Je vous explique. Nous avons pris le temps de faire des recherches, d'interroger les anciens. Ça fait 10 ans que, personnellement, j'effectue des recherches sur le tambour. Au moins 10 ans. Les informations sont claires. Et vous savez que chez les Akans, il y a un proverbe, particulièrement chez les Biguins, qui dit que ce n'est pas tous les pains qu'on expose au soleil. Donc nous connaissons parfaitement l'histoire, on va dire la polémique sur la queue. C'est bien ça. Mais il n'est pas bien d'exposer cette histoire. D'accord. Voilà. Le tambour est bel et bien l'authentique, on va dire le second qui a été sculpté par le village d'Anoumambo, à l'identique du premier qui avait été pris au Pygmée. Je veux dire à l'identique. Mais je confirme que c'est notre tambour, à cause d'un certain nombre de symboles qui sont dessus, et dont nous seuls connaissons le sens caché. En tout cas, le Didi Ayokwe est en terre ivoirienne depuis ce vendredi 13 mars 2026. Cher Ndri Jérôme, comment est-ce que vous pensez que ce retour-là peut influencer la perception des Ivoiriens sur le patrimoine culturel? Le chef veut donner un peu plus de précision. Allez-y. Je veux bien répondre à la question de Serge. Voilà. Mais si j'expose le contenu, ça peut susciter des polémiques. D'accord. D'autres interprétations, ça peut créer des palabres entre les villages. Ok. Donc c'est pour ça que
entre chefs, on a décidé de ne pas en parler. Ok. Nous connaissons parfaitement l'histoire du changement de queue. Donc c'est bel et bien notre tambour. Merci chef pour cet éclairage. Non, Jérôme. écoutez, aujourd'hui, chaque communauté quand même attachée à sa valeur culturelle. Et avec le retour de ce tambour au niveau des Bidjans, ce tambour me rappelle un peu ce que nous on appelle chez nous les cliplis, c'est-à-dire que c'est le tam-tam parleur qui est très attaché à notre communauté. Et je pense que ce tambour-là, pour la communauté Bidjan, va créer une sorte de renaissance pour cette communauté. Tout à l'heure, quand j'ai cité les symboles, j'ai dit que c'est la voix d'une communauté qui a été restituée. Comme le chef l'a indiqué, c'est la voix, c'est ce tambour-là qui passait les messages. Comme chez nous, comme chez d'autres peuples, le tam-tam parlait par ce message. Ici, chez les Bidjans, c'est le tambour qui passe le message. Donc c'est vraiment un symbole fort qui vient d'être réalisé avec le retour de ce tambour-là. Je pense que la communauté Bidjan devra, je vais dire, célébrer ce retour-là, parce que c'est une mémoire qui est retrouvée, une mémoire qui est réparée. Et il parle de célébration, est-ce que c'est prévu? C'est prévu. Ça fait 3 ans que nous préparons les festivités. Nous avons rédigé un rapport, on va dire un grand dossier, que nous avons transmis aux autorités, au ministère de la Culture et à la primature. Donc, on va dire dès lundi, il y a des réunions qui sont prévues au niveau de la fratrie pour actualiser tous nos travaux dans l'urgence et voir dans quelle mesure on va collaborer avec l'État, le ministère de la Culture pour les festivités. Maintenant, on sera curieux de savoir quand même où ça va résister. C'est la question que j'avais posée. Finalement, où l'instrument va rester? Au musée? On parle du musée de civilisation? Oui, en fait, la question nous a été posée par les autorités et aussi par des responsables de l'ambassade de France, ceux qui sont en charge de la question du retour du tambour. Il faut dire que nous travaillons avec eux depuis 3 ans. Donc la question nous a été posée, que décidons-nous? Nous récupérons le tambour, nous l'entreposons à Gamé, ou bien nous donnons notre accord pour que le tambour parte au musée et qu'il fasse définitivement partie du patrimoine de l'État de Côte d'Ivoire. Alors on en a débattu au niveau des 7 villages Bidjan et on a décidé qu'il devait revenir à l'État de Côte d'Ivoire. Donc sa destination définitive, c'est bel et bien le musée des civilisations de Côte d'Ivoire. Alors même au musée, est-ce qu'il garde toujours sa valeur métaphysique? Si. On a décidé de ne pas le garder à Gamé. Il fera juste un tour à Gamé pour les festivités et il ira au musée. Et surtout pour renforcer ses valeurs métaphysiques. Non, en fait, le tambour aussi reste à Gamé, il va se réveiller, il va entrer en activité. En fait, c'est ça. Il va rentrer en activité? Si. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, on ne va pas donner des détails. Donc, on a préféré, après avoir débattu, que le musée... Alors, il sera au musée, d'accord, mais il y a quand même des mesures qui seront prises pour protéger le tambour. Oui, il y a des travaux qui ont été faits par l'État de Côte d'Ivoire, en association avec la France. Je crois que le musée a été restitué, je vais dire restauré, pardon. Et il y a des travaux qui ont été faits. Et vous aurez l'occasion de constater que le Djidji Ayokwe est maintenant au cœur du musée. Il est devenu un symbole national. On n'a pas encore vu la fin des travaux, mais on y a travaillé avec Expertise France. On a participé aux travaux et ça sera vraiment très beau. Alors, est-ce que le genre de retour au Gaël peut inspirer d'autres initiatives de promotion culturelle en Côte d'Ivoire? Bien sûr, parce que il n'y a pas que le Djidji Ayekwe qui a été emporté par la colonisation, par les colons. D'autres peuples ont d'autres instruments aussi certainement qu'ils soient en train de rechercher, parce que on va dire c'est toute la Côte d'Ivoire qui a été touchée, la plupart de tous les peuples, surtout ceux qui sont vers le sud, qui ont été touchés.
Et je pense que l'État travaille dans ce sens-là pour que d'autres instruments comme ça reviennent. Mais ce que je voudrais répéter, c'est que c'est intéressant, surtout pour la mémoire qui a été restaurée, mais surtout même pour les jeunes. Parce qu'aujourd'hui, on est passé trop à l'occidentalisation, la modernité, TikTok, Facebook. Et aujourd'hui, nos enfants, les jeunes qui viennent, ne savent rien même de ces histoires. Quand on parle, nous aujourd'hui, quand on en parle, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire de Kataké et Idibia, quand on était au primaire. Ça ressemble un peu à l'histoire. Le masque du village qui a été emporté, et ils ont poursuivi, ils sont venus en ville chercher le masque et tout ça. Je me demande même si ce n'est pas inspiré de cette histoire-là. Bon, finalement, tout est bien qui finit bien. Mais ce que je voulais souligner, c'est qu'il faut que ces histoires-là soient apprises à l'école. Il faut que notre système éducatif, on revoie. Moi, j'ai fait des hautes études. On a fait les lettres, on allait avoir les hauts diplômes. On nous parle de histoire médiévale de la France, comment on appelle théâtre français, tout français. Les almoravides ont pris combien? Tout ça, on a pris le temps d'apprendre, mais pour nous-mêmes, on ne connaît pas. Pourtant, les sachants sont là, les chefs sont là, les ancêtres ont transmis les histoires. On peut apprendre ces histoires-là dans nos écoles au lieu d'aller tout le temps apprendre l'histoire occidentale. À quoi ça nous sert? C'est parce que c'est basé sur l'oralité aussi. Non, on peut le faire. Nous sommes là. Et puis aujourd'hui, tout ce que les chefs ont raconté là, aujourd'hui, il y en a plein de livres. Non, il y a beaucoup de livres. On n'est plus en 1960. Il y a beaucoup de livres. Beaucoup d'anthropologues, des gens ont sorti des livres. Donc, si on décide de mettre ça dans notre histoire, qu'on apprend aux enfants à l'école, et puis on nous épargne de ces histoires occidentales-là. Quand on fait histoire, on parle des histoires des peuples, de ce genre d'histoire, et puis on complète la géographie. C'est bon, c'est suffisant. On n'a pas besoin forcément d'aller passer tout le temps. Merci beaucoup, Gaël. Serge, ça sera vos derniers mots justement sur le sujet. Je vais dire, cette politique de coopération patrimoniale-là, ce n'est pas seulement sur le plan culturel. Parce que je me rappelle qu'il y a quelques années de cela, les archives nationales au niveau de l'audiovisuel avaient été transférées. Je pense que ça avait permis à la Côte d'Ivoire de récupérer un certain nombre d'archives. Donc, on va dire, cette politique de coopération patrimoniale, elle est multisectorielle. Il y a le volet culturel, on vient de bénéficier de la résolution de Guy Ayoko, il y a eu des images aussi. Donc je pense que c'est un truc qui a salué. Et puis je renforce, enfin je vais dire, je suis totalement d'avis avec ce que Gaël dit. Je pense qu'il faut que notre système éducatif s'approprie un peu ces choses-là. Parce que c'est vrai, nos anciens, on va dire les garants des us et coutumes, aujourd'hui certains sont encore en vie, vraiment grâce à Dieu. Mais ils sont des hommes, ils sont appelés à nous quitter. Il faut que dès à présent, il faut que dès les premières classes de l'école primaire, que ces choses-là soient enseignées. Et puis bon, pour que les Ivoiriens s'approprient la culture, je vais dire. Alors, Jérôme, avec vous on va terminer. L'impact du Djidji Ayokwe est présent désormais en Côte d'Ivoire. Oui, l'impact, c'est d'abord au niveau des Bidjans. C'est un peuple qui va se retrouver, qui trouve sa voix, qui sera restauré dans son âme. Et impact au niveau national, comme le chef l'a indiqué, le Guigui sera exposé au musée. Je pense que ça va attirer quand même beaucoup de curiosité et faire vendre peut-être les valeurs culturelles ivoiriennes, pourquoi pas. Donc ça aura un impact, un double impact pour le peuple haïtien et pour la Côte d'Ivoire. Honorable Diagoua, le message que vous souhaitez transmettre aux jeunes générations et aux Ivoiriens en général à l'occasion de ce retour du Djidji Ayokwe. Alors, on invite tout le monde, comme ils l'ont dit, les anthropologues, les historiens, à s'approprier ce tambour, à faire des recherches là-dessus. Parce que nous, on le sait, le Djidji Ayokwe est à la base de la civilisation des faits de génération. D'accord. Qu'on trouve chez les Bigans et chez les Kamans en général, et aussi chez tous ceux qui sont les voisins, c'est-à-dire les Akiés, les Abourés, tous venaient se faire initier chez les Bigans. Donc la fête de génération est partie de ce tambour-là. Okay. Beaucoup ne le savent pas. Puisque c'est, comme on l'a dit, la culture de l'oralité. Quelquefois, ça se perd, les sachants meurent. Mais nous savons que la fête des générations vient du tambour. Merci honorable, merci chef Diagoua, merci en tout cas pour toutes ces explications
riche et précieuse. Mesdames et messieurs, vous venez de nous rappeler, enfin le chef vient de nous rappeler l'importance culturelle et spirituelle du Djidji Ayokwe pour sa communauté. Pour compléter donc ce volet traditionnel, intéressons-nous maintenant à l'autre dimension de cette restitution. Il s'agit donc du rôle de la diplomatie. Nous faisons donc un focus sur l'authenticité du Djidji Ayokwe. Écoutons à présent les explications de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, M. Maurice Bandama, qui nous éclaire justement sur le cheminement diplomatique ayant conduit au retour de ce tambour sacré en Côte d'Ivoire. Suivez. Tambour ici en France. La polémique aujourd'hui, c'est de dire que ce n'est pas le bon tambour. C'est le bon tambour. Sur les réseaux sociaux, il y a des images de tambours, dont un est montré comme celui sur lequel jouait le petit colon. Mais il y en avait plusieurs. Il faut que les populations sachent que sur ce modèle-là, il y en avait plusieurs. Et on continue même d'en produire au sud de la Côte d'Ivoire, dans les pays lagunaires, dans le pays Kaman, je vais dire Brié, à Yukuru, chez les Agnons. On continue de produire ce type de tambour. Et celui que nous voyons sur les réseaux sociaux, sur lequel est assis le fils du colon, ce n'est pas le Djidji Ayokwe. C'est donc pas... si on pouvait le montrer avec les images, on peut faire la comparaison. La dernière fois que ce tambour a été montré, c'était au musée de l'homme, depuis les années 80. J'ai les images là. Si on a une mission beaucoup plus technique, on peut les montrer pour démontrer que le tambour qu'on montre sur les réseaux sociaux, sur lequel le petit blanc est assis, n'est pas le Djidji Ayokwe. Il y avait plusieurs tambours dans la cour de l'administrateur Pierre Simon, Max Simon, je crois. Il avait enlevé plusieurs tambours. Les tambours qui appelaient à la guerre, les tambours qui appelaient à la résistance. Il y avait donc ces tambours de ce type-là, mais il y avait les tam-tams de Clé-Pli à Tiasalé, et tous ces tambours qui appelaient à la résistance ont tous été enlevés. Ils ont été entreposés dans la cour de l'administrateur, certains ont été détruits, d'autres se sont dégradés sur les intempéries, mais le Djidji Ayokwe a fait l'objet, comme d'autres tambours, comme le Clé-Pli de Tiasalé, d'un transport par voie maritime pour être entreposé au musée de l'homme, ici à Paris. Donc, les experts sont là, ils ont les archives. Madame Kienon est archéologue. C'est donc toutes ces équipes pluridisciplinaires qui ont travaillé sur le Djidji Ayokwe. Et c'est l'image que nous avons depuis, qui a fait l'objet de la communication au Conseil des ministres et qui a permis au chef de l'État de décider que le Djidji Ayokwe, parmi tant d'autres, soit le premier à venir. Donc nous voulons rassurer nos compatriotes sur l'authenticité de l'objet que nous avons avec nous. Il n'a pas été falsifié. Et quand on voit la structure de l'ouvrage, il est fait d'un seul tenant. C'est-à-dire, il est fait d'un tronc d'arbre qui n'a pas été découpé ou collé. Donc on ne peut pas le détacher. C'est vrai qu'il y a eu une restauration, parce que les intempéries, la conservation sur un siècle, a causé quelques dégâts, mais pas importants sur la structure. Quand vous voyez le tambour, il est fait d'un seul tenant. Ce n'est pas des morceaux qui ont été collés. Donc c'est d'un seul tenant, de bout en bout. Donc il faut que la population se rassure. Et puis, nous avons fait, la ministre a conduit une mission de la délégation des populations en 2022 pour venir constater le bien. Et ils sont là pour certifier que c'est bien le Djidji Ayokwe, qui est leur propriété. Donc nous pouvons faire la polémique, mais il faut qu'on rassure nos compatriotes pour dire que le bien qui leur est retourné est bien le Djidji Ayokwe, le tambour du peuple bidjan. Donc, Madame la Ministre, nous sommes là en tant que votre représentant pour faciliter le retour et nous espérons que les Ivoiriens seront tous unis pour accueillir ce bien. Je vous remercie. Voilà. Merci beaucoup.
Alors que la Côte d'Ivoire célèbre le retour de son patrimoine culturel, d'autres tensions se font sentir à l'Assemblée nationale. Cette semaine, le groupe parlementaire du PDCI-RDA connaît des remous. 4 de ses députés ont décidé de maintenir leur participation aux activités du groupe, invoquant des dérives dans la gestion du président du groupe parlementaire. Nous allons décrypter cette situation avec nos différents invités et je vais m'adresser dans un premier temps à Jérôme Ndri. Est-ce que vous pouvez nous rappeler véritablement les faits concernant justement la suspension de ces députés-là du groupe parlementaire du PDCI-RDA? Les faits sont simples. Par courrier adressé au secrétariat exécutif, chacun de ces députés a manifesté son désir de se retirer des travaux du groupe parlementaire. Il faut préciser, c'est retirer des travaux du groupe parlementaire, mais pas du retrait du PDCI-RDA. D'accord. Il a été précis dans le courrier, que ce soit la députée Nzi Eliane, que ce soit le député Athanase, ou encore le député de Port-Boué, Alain Adja. Ils ont été très précis dans leur courrier, et vu le fonctionnement du groupe parlementaire, ou disons ce qui est reproché au président du groupe parlementaire, ils ont décidé de se mettre en retrait du fonctionnement du groupe parlementaire PDCI à l'Assemblée nationale qui, il faut le rappeler, est composé de 32 députés. Mais ils nous ont précisé que cela n'avait rien à voir avec leur militantisme, leur engagement politique. Justement, c'est quoi le motif? Bon, le motif, c'est ce qu'il reprochait, ce que je disais tantôt, et il reprochait au président du groupe parlementaire de travailler de façon solitaire, de ne pas être à l'écoute de leurs préoccupations. Bref, ils avaient beaucoup de récriminations par rapport au président du groupe parlementaire. Mais il faut le souligner, et ce soir, par exemple, le secrétaire exécutif en chef, le ministre Yapokalis, a reçu le député Athanase qui a fait une déclaration qui disait qu'il revenait sur sa décision, qu'il réintégrait le groupe parlementaire PDCI. Mais avant ces 4 députés, on avait vu aussi les 3 députés maires d'Abidjan qui avaient manifesté les mêmes désirs de se retirer. Et là, la direction du PDCI était en tractation pour ramener la paix au sein de ce groupe parlementaire. Mais il faut rappeler un peu les faits, c'est pas nouveau au PDCI. Cela contribue quand même à ce qu'on appelle le choc des ambitions au niveau du parti, du dynamisme même de ce parti. Parce que sous la mandature du député et du président du groupe parlementaire Simon, il y a eu des récriminations. À l'époque, Bédié était encore vivant, il y a eu des récriminations. Certains députés, peut-être, ils n'ont pas manifesté ça ouvertement, mais qui ont suspendu leur participation aux activités du groupe parlementaire. Là, je parle sous la mandature passée où le président Bédié était vivant. Mais c'est des sortes d'ambitions qui se gèrent en interne. Mais bon, quand des députés sortent de ce cadre-là, bon, c'est ce qui dérange un peu. Sinon, c'est des choses qui ont toujours existé, des contradictions internes. Alors, vous le dites, je constate que Serge est en train de se... Est-ce que ça veut dire que vous ne partagez pas l'avis? Non, pas du tout. Pour moi, je pense que tout ce qui se passe actuellement au sein du groupe parlementaire du PDCI est symptomatique du malaise profond, pour moi, qui mine ce parti-là. C'est vrai, quand j'écoute Jérôme Ndri qui essaie de minimiser, de banaliser un tout petit peu. Non, je ne minimise pas. Un peu la gravité de ce que nous donne de voir au PDCI, parce que déjà j'ai récemment écouté le porte-parole du parti Bredoumi Soumaïla, qui avait aussi un peu dit dans la même démarche, essayer de minimiser un peu cette crise pour moi larvée qui secoue le PDCI. Mais pour moi c'est grave parce que je pense que le PDCI traverse peut-être une crise pour moi à mon sens, je peux peut-être me tromper, une crise de gouvernance. Parce que 3-4 députés qui décident d'adresser un courrier au président du groupe parlementaire. Ça veut dire que c'est mûrement réfléchi? C'est mûrement réfléchi. Il y a ça. Et avant ça, il y a eu l'épisode, comme lui l'a dit, des 3 maires qui avaient boudé aussi la mise en place même du groupe parlementaire. Alors, quand je regarde ces faits successifs-là, je pense qu'il y a, pour moi, il y a véritablement crise au sein du PDCI. Alors, je dis, et je pense que c'est pour moi ce qui favorise un peu cette situation-là, on va dire, de confusion. Pour moi, c'est l'absence prolongée du président de ce parti-là. Parce que cette gouvernance de loin, pour moi, sérieusement, en train de plomber le PDCI. Le président du PDCI, Tchadjam, aurait été là, qu'il aurait eu, je vais dire,
en main les tenants d'aboutissants et avoir les ressorts pour y mettre son parti dans le sens de la marche. Mais là, et puis la désignation de Maître Blessy Chrysostome, je pense que c'est de son fait. C'est de son fait du président du parti. Alors quand des députés au sein de ce groupe parlementaire contestent un cas qui a été choisi par le président du parti, pour moi il y a véritablement un problème. Justement, ici, c'est quoi le rôle que vient jouer le président du groupe parlementaire, Maître Blessy Chrysostome, Gaël? Quoi, dans cette polémique? Mais il est le mis en cause. Il est le mis en cause, ça a été notifié de façon écrite. C'est 4 députés qui ont fait leur sortie et une fois de plus communiqué. Parce que, comme Jérôme le disait tout à l'heure, ce sont des choses qui arrivent dans les partis politiques, dans la plupart des partis, mais vous savez, vous pouvez vous retirer, que ce soit en interne, que l'information reste en interne, le temps qu'on trouve une solution. Mais j'ai l'impression que ces derniers temps, au niveau du PDCI, on communique un peu trop, surtout. Donc, ce qui fait que finalement, le PDCI se retrouve toujours sur la place publique, avec des problèmes qui doivent être en interne. Comment est-ce que vous interprétez l'accusation de gestion opaque du président? C'est à cela que j'en venais. Parce que, vous savez, c'est comme à la justice. Quand vous accusez quelqu'un, la personne est innocente jusqu'à ce que vous démontrez le contraire. Donc, on ne peut pas s'appuyer sur la parole d'un seul groupe pour dire qu'ils ont raison ou pas. Mais Maître Blessy s'est exprimé. À la suite, il a rejeté en bloc tout ce qui lui était reproché. Il a dit qu'il n'avait même pas encore commencé les choses sérieuses en réalité et qu'il était en train de se préparer et qu'il n'a même pas encore fini de mettre en place son bureau. Voilà, donc vous voyez qu'ils ont fait leur déclaration. Lui, après, il a réagi. Mais si je veux aller plus loin dans mon analyse, c'est un peu déplorable pour le PDCI que moi, je ne cesse de dire toujours sur les plateaux qu'aujourd'hui, le PDCI, c'est le parti chef de l'opposition. Que le PDCI se mette à sa place. C'est le parti chef d'opposition, il faut qu'il se mette à sa place. Il n'y a pas que les militants du PDCI qui ont espoir en ce parti-là. Le RHDP a fait 15 ans au pouvoir, il s'en va pour 20 ans. Les gens, il y a une certaine frange de la population ivoirienne qui quand même veut un changement. Mais quand on veut un changement, il faut avoir une alternative crédible. Et pour l'instant, la seule alternative là, c'est le parti chef de l'opposition, c'est le PDCI. Donc c'est le PDCI que la plupart des gens regardent. Maintenant, si pendant que les gens regardent le PDCI, attendent le PDCI sur des questions thématiques, là, la question du café cacao, il y a la question des loyers, vous voyez toutes ces questions, les défis là, qui sont là, auxquels ils doivent apporter normalement des solutions, même s'ils ne pourront pas mettre en application, dire que voilà, il y a le problème, on pense qu'on est bloqué, mais nous on a la solution. Voilà comment fonctionne la démocratie. Mais on retrouve toujours un PDCI qui montre un peu un manque de cohésion interne, un manque de communication, un manque de leadership, et puis un manque de management. Voici résumé ce qui ne va pas aujourd'hui au PDCI. Le PDCI gagnerait vraiment à se retrouver, quitte même à faire des états généraux du PDCI, ou bien ils peuvent appeler ça bureau politique. Il faut que tous se retrouvent. Pourquoi? Pour se dire et prendre vraiment conscience qu'à part le RHDP, aujourd'hui, c'est le PDCI qui est le parti chef d'opposition. S'il échoue, le peuple, certainement, lui en voudra. Alors, Jérôme Dri est d'accord avec Gaël Lakba quand il parle du fait que l'honorable Chrysostome a seulement eu 1 mois. Mais la question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce qu'il faut retenir des appels restés sans réponse de tous les députés signataires? Quel appel? Ils ont plusieurs fois dit dans leur courrier qu'ils ont tenté de rentrer en contact avec le président. Ils ne pouvaient pas lui parler. Est-ce qu'il n'y a pas là un véritable problème de communication? En fait, c'est des choses qui se gèrent en interne. Mais avant de répondre à votre question, je voulais revenir un peu sur ce que Serge a dit. Il serait peut-être d'accord avec ta chute quand tu dis que peut-être si le président était là, ces choses ne seraient pas arrivées. Là, je suis un peu d'accord avec toi. Même quand tu dis par exemple que non, le PDCI traverse une crise profonde, moi je suis un peu surpris. Parce que là, quand on parle de crise profonde, c'est une crise en interne qui peut-être, il y a des dissensions peut-être au niveau de la direction même. Ce n'est pas le cas ici. Le cas, c'est des députés d'un groupe parlementaire qui font des reproches au président du groupe parlementaire. Et je reviens encore pour dire,
ces députés même ont insisté dans leur courrier que leurs griefs n'ont rien à voir avec la direction du parti, encore moins le président du parti. Il réaffirme, pour résumer ce que le député Atanas Baran a dit, nous réaffirmons notre engagement, notre fidélité au président Tidiane Thiam. Que notre démarche n'est ni contre la direction du parti, ni contre le président du parti. Donc vraiment, la pression étant faite, je pense qu'on ne peut pas dire, qu'on ne peut pas transporter peut-être cette crise au sein du groupe parlementaire comme une crise interne au PDCRDA. Non, il n'en est pas question. Non, mais pour de vrai, est-ce que vous pensez que des facteurs personnels n'ont pas également joué dans cette décision? Non, si, qu'est-ce que les trois députés avaient reproché le choix peut-être du président du groupe parlementaire, mais cela relève du pouvoir discrétionnaire d'un président d'un parti politique, mais cela fait partie de ce qu'on appelle les chocs des ambitions au sein des partis politiques. Parce que quand vous voyez à l'Assemblée nationale, il y a le poste du président du groupe parlementaire, un seul poste, pour le poste de vice-président pour les partis politiques, le PDCA, un seul poste. Donc le choc des ambitions, ça existe dans tous les partis politiques. Et ça existait même, vous vous rappelez, si on repart un peu dans l'histoire, on a vu qu'au temps du président Félix Houphouët-Boigny, il y a eu ce choc d'ambition entre le président Bédié et le président Yassé à l'époque. Bon, c'est des choses qui ont toujours existé. Mais comment gérer ces chocs d'ambition-là, c'est ce qui intrigue un peu aujourd'hui la base. Parce que chaque fois, à chaque mécontentement, mettre cela sur la place publique, je vous dis sincèrement que quand vous nous regardez sur les réseaux sociaux, ça agace un peu la base du PDCRDA. Parce que cela relève du dynamisme de chaque parti politique. Et puis chaque parti politique connaît, les différents partis connaissent ces semblants de crise. Vous voyez, le FPI à l'époque a connu ça avec l'absence du président Laurent Gbagbo au PPACI, mais il y a quelques ambitions, il y a des chocs d'ambition. Aujourd'hui, peut-être on peut dire que le RHDP est à l'abri, le RHDP n'est pas à l'abri, c'est parce que le RHDP est au pouvoir que vous sentez sinon ces chocs d'ambition, ça boue aussi là-bas. Mais vous verrez que demain, quand le RHDP sera plus au pouvoir, on ne sait pas pour le moment. On vous dit ça, c'est le fonctionnement normal de tous les partis politiques. D'accord. Les chocs des ambitions. Ça, c'est le fonctionnement normal. Mais comment gérer ces chocs-là, c'est ce qui crée aujourd'hui le problème au PDCRDA. Alors, avant la gestion, il y a forcément un impact que ce mécontentement interne pourrait avoir justement sur la cohésion de tout le parti politique, Serge. Oui, forcément, parce que quand Jérôme dit oui, ça ne concerne que la crise actuellement, bon, on va dire ça comme ça en griffe, ne concerne que le groupe parlementaire et que la haute direction, enfin la direction du parti n'est pas forcément concernée. J'ai dit, bon, je maintiens en ce que, oui, parce que les concernés ont dit, hein. Oui, non, mais c'est clair. Les concernés même ont dit qu'ils ne remettent pas en cause l'engagement au sein du PDCI. Ça, ils l'ont dit clairement, noir sur blanc. Maintenant, que le groupe parlementaire d'un parti comme le PDCI traverse, on va dire, cette zone de turbulence, pour moi, c'est le PDCI pratiquement dans son entièreté ou dans sa direction qui est concerné. Et quand on regarde, même, c'est non seulement ces 4 députés-là, je pense que c'est quand même des cadres du parti. Et puis avant eux, j'ai rappelé l'épisode des 3 mai, qui ne sont pas vraiment, enfin, qui sont des cadres importants au sein aussi du parti. Quand on regarde Jacques Ewou, quand on regarde Jean-Marc Yassé, Saint-Mou Sylvestre, je pense que ce sont des cadres importants. C'est eux-mêmes qui ont pratiquement, je vais dire, ces derniers mots ont commencé avec eux. Donc on ne peut pas forcément, on ne va pas minimiser ce qui se passe. Maintenant, peut-être un autre problème, c'est que comme on dit, moi j'ai dit il y a quelques années en arrière, c'est des actualités, on n'entendait pas ça au PDCI. Aujourd'hui, les procédures judiciaires initiées par les propres militants du parti se multiplient, s'enchaînent. Alors, on ne va pas continuer de dire ça, c'est des chocs des ambitions. Pour moi... Non, on parle de ce cas précis. Hein. On parle de ce cas précis qui conteste le choix d'un président. De Maître Blessy. Le choix d'un président, le choix du président, peut-être du vice-président. Je parle de ce cas précis qui relève quand même des chocs des ambitions au sein même du groupe parlementaire. Parce que quand vous fouillez, quand vous partez au fond, on a oui dit que ces personnes-là voulaient le poste. Pourquoi l'autre et pas eux? C'est tout cela qui... Vous avez dit oui dit. C'est tout cela. C'est pas ce qu'ils ont dit. Non, à l'analyse. Vous avez dit oui dit. C'est comme ça que ça commence et puis après. À l'analyse, quand vous dites à l'analyse, c'est ce qui ressort. C'est ce qui ressort. Mais ce que vous ne savez pas, même la députée Nzi Eliane, qui aujourd'hui conteste, elle-même a été contestée à l'époque. Vous savez, quand elle a été nommée vice-présidente à l'Assemblée nationale, mais elle a été contestée. Mais c'est parce qu'à l'époque,
comme l'a dit le président Bédié étant là, bon, ces contestations n'ont pas été mises sur la place publique. Sur SM, elle a été contestée. On se rappelle bien qu'un jour, un séance de l'Assemblée nationale, des députés PDCI même l'ont contesté publiquement. Donc peut-être je vais chuter. Jérôme Dri me rejoint pratiquement. Quand il dit Eliane Lézy a été contestée, et comme peut-être on va dire le leadership du président Bédié a fait que c'est une affaire qui ne s'est pas ébruitée davantage. Mais aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il y a tant de bruit? Pourquoi est-ce que le président du groupe parlementaire est contesté? C'est que le problème, je vais dire, la gouvernance actuelle doit être questionnée. Non, pas forcément la gouvernance. D'abord, je suis d'accord quand il dit si le président du parti était là, est-ce que on se pose la question, est-ce que ça allait prendre cette ampleur-là? C'est parce que certainement le président n'est pas là. Si le président est là, bon, je pense que ça ne peut pas prendre cette ampleur, puisque même sous la mandature passée, il y a eu ces gens de contestation, mais qui ont été étouffés. Parce que bon, le président était présent. En tout cas, il y a une crise, on la constate. Qu'est-ce qui peut être fait pour la gérer efficacement dans un parti historique comme le PDCI-RDA, Gaël? Mais c'est de, premièrement, taire un peu les ambitions personnelles, parce que ça tue les partis d'opposition. Vous n'êtes pas au pouvoir, vous êtes dans l'opposition. Et déjà, les égos sont toujours en avant. On l'a vu un peu dans la gauche. Aujourd'hui, regardez un peu ce qui se passe dans la gauche. Le FPI, ambition personnelle, égo, qui est traite, qui ne l'est pas. Aujourd'hui, Pascal Affi-N'Guessan est parti avec une partie du FPI. Charles Blé Goudé, c'est vrai qu'il n'était pas dans le FPI, il avait le COGEP, il s'est mis de côté. Simon Neivé, au sein du FPI, aujourd'hui, allait créer MGC. Awadon Melo, aujourd'hui, on n'entend plus, mais il y a des problèmes. Donc vous voyez que finalement, cette gauche-là, aujourd'hui, est à l'image de ce qu'elle est. Elle n'est que l'ombre d'elle-même. Excusez-moi du thème. Alors, en tout cas... Mais laissez-moi finir, Daniel, s'il vous plaît. Il faut que le PDCI s'inspire, justement, qu'il regarde bien chez le voisin. Il faut taire un peu les égos. Il faut mettre en avant l'intérêt du parti et l'intérêt des Ivoiriens. Voilà, y compris même des militants du RADP. Parce que quand on vient diriger le pays, on dirige tous les Ivoiriens. S'ils ne réussissent pas à le faire et que tout le temps, pour des égos, ils sont champions des réseaux sociaux, bah, finalement c'est à ça que ça ressemble. Dès qu'il y a un petit truc, on est sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ça ne sert pas seulement qu'à ça. Il faut qu'ils viennent sur les réseaux sociaux et aient des propositions concrètes devant les réalités des Ivoiriens. Sinon, 2030 va arriver encore et puis ils n'auront pas le pouvoir. En tout cas, je voulais juste compléter. Je vous accorde une minute, s'il vous plaît. On va faire jouer. Je vous dis que dans un parti politique, forcément dans un parti politique, il y a quand même des règles. Il y a le respect de la discipline du parti. Parce que généralement, les cadres ont tendance à croire que c'est eux qui font le parti. Alors que c'est le parti qui fait ces cadres-là. On a vu certains qui sont levés, qui sont allés en candidat indépendant, pensant que c'est eux qui viennent le parti. Ils ont perdu les élections. Non, c'est le parti qui fabrique des cadres. C'est pas un cadre qui fabrique un parti politique. Et puis, ceux qui ont le pouvoir de juger ces cadres-là, c'est la base, c'est les militants. Donc, quand les militants vous investissent pour un parti politique, que peut-être vous arrivez à l'Assemblée nationale, et puis pour d'autres, pour des choses d'ambition, vous décidez de quitter la coupole de ce parti-là, c'est comme une trahison quand même de la base. En tout cas, sur les 4 députés qui ont adressé des courriers pour sortir de ce groupe parlementaire, il y en a un qui a décidé de revenir à la maison. Il s'agit de l'honorable Athanase Kwame, que je vous propose d'écouter à présent. Il est député de Bokanda. Je suis l'honorable maître Kwame Kofi Athanase, député de Bokanda, commune et sous-préfecture. Je sors d'une audience avec le SE en chef, Yapokalis, qui m'a reçu pour discuter sur l'actualité du moment. Il a été d'une oreille attentive car il s'est disposé pour écouter tous mes griefs. Il m'a également donné des conseils et donné l'orientation du parti. Au sortir de cette audience, je suis entièrement rempli de tous mes droits et je lève mon mot d'ordre consistant à sortir, à suspendre mes activités du groupe parlementaire PDCI-RDA. Je pense que cette démarche sera la même pour mes co-signataires du courrier parce que
notre guide éclairé, le président Cheikh Tidiane Thiam, a pris toutes les dispositions idoines pour que tout revienne dans l'ordre normal des choses. Donc je pars d'ici tout heureux, je reviens à la maison, je parle du groupe parlementaire. Nous avions dit que nous sortons du groupe parlementaire, nous n'avons jamais dit que nous sortons du PDCI-RDA. Nous sommes nés PDCI-RDA, nous mourrons PDCI-RDA. À l'endroit de mes militants de Bokanda et de la population de Bokanda, je vous informe sans ambiguïté que je retourne au groupe parlementaire PDCI-RDA parce que Maître Blessi et moi, nous sommes compris. Donc, je retourne dans le groupe parlementaire PDCI-RDA. Je profite pour réitérer mon engagement aux côtés du président Cheikh Tidiane Thiam, qui est mon guide éclairé en politique. Je suis toujours son soutien à Bokanda, je serai toujours son soutien dans le Nzi, je serai toujours son soutien dans le district des Lacs. Pour finir, je voudrais présenter mes excuses à toute la population, à tous les militants du PDCI pour quelque manière que mon comportement ait pu heurter leur sensibilité. Je suis PDCI-RDA, mes parents ont été PDCI-RDA, mes grands-parents sont PDCI-RDA, je mourrai PDCI-RDA. J'avais voulu juste revendiquer quelques droits et rectifier le dysfonctionnement au niveau du groupe parlementaire PDCI-RDA. Si cela a été mal perçu, je m'en excuse. Je vous remercie. À l'instant, sur les antennes de cette info, Maître Athanase Kwame, député PDCI-RDA de Bokanda, qui affirme, et je cite, « Je demeure dans le groupe parlementaire, j'appartiens toujours au PDCI-RDA ». Alors, il faut rappeler que Maître Athanase Kwame a été reçu aujourd'hui ou hier, je ne sais plus, aujourd'hui, par le secrétaire exécutif du PDCI-RDA. Comment est-ce qu'on interprète cette démarche? Oui, cela rentre dans le cadre même du fonctionnement du PDCI. C'est un parti de dialogue qui met en priorité ce qui est dialogue. Bon, quand des personnalités, des députés expriment des préoccupations, il est de bonne loi pour le secrétaire exécutif en chef, qui est comme le numéro 2 du parti, de recevoir, de les entendre. Et quand vous avez écouté le député Athanase, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que non, le secrétaire exécutif en chef a été à l'écoute de ses préoccupations, il lui a donné des conseils au sortir de cette rencontre. Il a compris qu'il fallait revenir sur sa décision. Je pense qu'il faut privilégier le dialogue, parce que le PDCI même, c'est un parti de dialogue. Ils étaient 4 au départ. On écoute aujourd'hui Maître Athanase Kwame. Est-ce qu'on peut penser ou on peut espérer que les 3 autres lui embarqueront le pas? Oui, en tout cas, la direction du PDCI à l'œuvre pour ramener les uns les autres à la raison. Et comme ça a été fait pour les 3 autres députés, je pense que les choses vont rentrer dans l'ordre. Serge, vous partagez l'avis au vu de la situation qui à partir de l'instant où ces députés-là n'ont pas remis en cause leur appartenance au PDCI, pour moi, je pense que c'est déjà pour moi, la bataille, c'est déjà gagné. C'est juste qu'ils contestent un peu le choix d'abord de mettre Blessi Chrysostome comme président du groupe parlementaire et dénoncent un peu sa gestion à la tête de ce groupe parlementaire-là. Maintenant que lui, il décide de revenir, de réintégrer le groupe parlementaire, je pense que, comme Jérôme l'a dit, le PDCI, c'est un parti de dialogue. La direction va certainement travailler à discuter avec les 3 autres pour qu'ils reviennent à la maison, on va dire. Maintenant, quand on finit de dire ça, moi, je veux revenir un peu à la question que tu avais posée à Gaël sur les causes de cette situation-là au PDCI. Pour moi, je pense que tout part de la gouvernance centrale du parti. Vous insistez encore là-dessus? Vous savez, un parti politique, c'est un peu comme une famille. Généralement, dans nos sociétés africaines, c'est un peu comme une famille. Quand le chef de famille n'est pas là, généralement, c'est la porte ouverte à beaucoup de choses dans la famille, au sein de la famille. Alors, ça fait au-delà d'un an maintenant que le président du parti, Tidiane Thiam, est en France. Bon, officiellement, on ne sait pas s'il est en exil ou pas. Alors, pour moi, c'est un peu cette situation-là qui crée cette situation de confusion-là. Parce qu'il aurait été là, qu'il aurait reçu les uns et les autres, discuter, comprendre un peu les motivations des actions des uns et des autres, et puis de ramener un peu cette cohésion au sein du parti.
Et on a écouté, je crois, ses adversaires, c'était un groupe qui s'appelait Iris PDCI, quelque chose comme ça, Si. qui avait remis en cause, il avait même demandé la mise en place d'un comité ad hoc et l'organisation d'un nouveau congrès. Ce matin, je me suis amusé un peu à lire un peu les statuts du PDCI. J'avoue que dans les premiers moments, il y a quelques mois en arrière, j'avais estimé que ce groupe-là, est-ce que, bon, ils n'étaient pas actionnés par derrière, on va dire par des mains obscures. Mais ouais, quand on lit, avec du recul, quand on lit un peu les statuts du PDCI, on est presque amené à se demander, est-ce qu'ils ne sont pas fondés un peu dans les démarches. Alors, l'article 40, Jérôme, je ne t'apprends rien, l'article 40 du statut du PDCI qui dit en cas de décès, de démission, d'empêchement absolu, il y a un intérim qui est mis en place. C'est ce que ce comité, ces adversaires intelligents avaient demandé. Mais aujourd'hui, est-ce que le président du PDCI s'inscrit dans ces 3 schémas-là? Bon, enfin, dans l'un de ces schémas-là. Je ne crois pas. Ce n'est pas un décès. Il n'a pas démissionné. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas raisonnablement dire qu'il est dans un cadre d'empêchement absolu? Non. Il nous reste 5 minutes, je vais vous accorder 30 secondes pour terminer. On va permettre. L'empêchement absolu est constaté. Bon, vous savez. Je vais demander à Serge, je suis contraint de demander à Serge de terminer ses propos en 1 minute, le temps que Gaël Lapar reprenne ça la fait parole. presque un an ou sinon au-delà d'un an qu'il est en France, sans expliquer. Bon, je ne suis pas au sein du parti, je ne sais pas s'il a eu à expliquer à ces lieutenants qui sont ici. Qu'est-ce qui explique un peu sa présence encore en France? Question, elle reste posée. Il y a des inquiétudes au PDCI, RDA, ça c'est sûr. Pour vous, Gaël, c'est quoi le message que ce parti-là doit envoyer à ses militants pour apaiser les cœurs, apaiser les inquiétudes? Le PDCI doit rassurer ses militants. Parce que je ne pense pas que les militants du PDCI soient fiers à voir toujours ces cadres s'exposer sur les réseaux sociaux. Donc le PDCI doit vraiment rassurer ses militants en ouvrant le débat, en acceptant d'ouvrir le débat en interne. Comme je l'ai dit, il peut faire des états généraux, il peut faire un bureau politique, convoquer un congrès. Ce qui est sûr, les textes du PDCI prévoient tous ces mécanismes-là pour pouvoir s'asseoir, se retrouver et puis arrêter un peu ça. Voilà. Maintenant, ce que je note sur la déclaration de Maître Athanase, c'est que je note que le secrétaire exécutif en chef est monté au créneau. D'accord. Voilà, il n'a pas laissé la situation comme ça, il est monté au créneau, il a appelé Maître Athanase, ils ont discuté, ils se sont compris, d'autant plus que Maître Blessy lui-même s'était exprimé d'abord. Donc je pense que c'est une bonne démarche. Et c'est de ça que le PDCI a besoin. Mais je me pose en même temps la question, si ceux qui ont décidé de suspendre leur participation au groupe parlementaire reprochent des choses à Maître Blessy, qu'il l'appelle, il ne décroche pas, il n'arrive pas à entrer en contact avec lui, il gère les choses de façon cavalière et tout ce qu'ils ont pu dire, mais effectivement, ils auraient pu aller voir le secrétaire exécutif en chef, qui aurait certainement pu appeler Maître Blessy et tous se seraient retrouvés à régler ça simplement en interne. Donc vous voyez que moi j'ai l'impression qu'on est dans... Les gens ne savent pas en fait quels sont les défis. Excusez-moi du terme, mais c'est un peu, ça ressemble un peu à de l'amusement en fait. Vous finissez de faire un truc comme ça, vous savez après qu'il y a un secrétaire exécutif qui vient, qui vous reçoit, vous finissez, vous sortez encore, vous dites oui, on s'est parlé, on nous a donné des conseils, vous êtes député de la nation. Regarde, ce qui intrigue même, c'est que les courriers sont adressés au secrétaire exécutif. Hein. Mais bon, avant même que le secrétaire qui prenne conscience, on a ça sur la toile. Voilà, on est déjà sur la toile. Logiquement, ça doit être géré. Il y a des mécanismes internes. En parlant de bureau politique, le porte-parole a annoncé déjà un bureau politique qui va se tenir cette année, qui va convoquer un congrès. Donc, bon, le PDC, quand même, un fonctionnement, des mécanismes internes. Bon, si les gens tournent le dos à ces mécanismes et puis ils veulent faire du buzz, bon, peut-être ça que cela ressemble. Peut-être que vous avez passé à l'éducation. Jérôme Ndri. Est-ce que le président sera présent au congrès? C'est ma question. Jérôme Ndri, merci d'avoir été sur ce plateau. Merci à Jérôme Ndri. Je rappelle que vous êtes journaliste au Nouveau Réveil. Serge Kofi est journaliste de chez Cette Info. Et merci à Gaël Aoumolakba
analyste sociopolitique. Mesdames et messieurs, voilà qui conclut notre édition de ce 7 hebdo. Nous avons exploré le retour historique du Djidji Ayokwe, symbole de notre patrimoine culturel et de la nouvelle fronde existante au sein du groupe parlementaire du PDCI RDA. Merci en tout cas à tous nos invités pour leurs analyses. Merci également à l'honorable Guy Diakwa qui était sur ce plateau dans la première partie de cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Rendez-vous donc la semaine prochaine pour une nouvelle édition du 7 hebdo. Au revoir.